Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations et en fait, les conséquences des blessures qui ont un impact sur les relations. Donc, principalement, des relations de domination, des relations de choix de compagne ou de compagnon qui ne nous correspondent pas, des divorces douloureux, la vision de l'amour qu'on peut avoir, parce que des fois on n'a pas les bonnes visions de l'amour, on a peur de l'amour, on a peur de l'autre, on a peur d'être privé de liberté par exemple, et, en fait ça pollue, ça nous éloigne de nous et ça pollue. Ça nous met comme sous une chape de plomb, quoi. Puisque d'une, c'est des échecs, de deux, ça vient entamer la vision qu'on peut avoir de l'amour, du couple. Et c'est important de comprendre ce qui s'est joué, en fait. On attire à soi ce que l'on croit. On a toujours, je vous le dirai toujours, il y a deux méthodes. Soit on regarde la conséquence et on travaille la conséquence. Ça peut marcher pour beaucoup, pour certaines choses. Soit on va chercher l'origine. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de déprogrammer quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Comment je vais pouvoir vous dire? Les relations qu'on a avec des amis, son conjoint, sa conjointe, pourquoi on choisit telle personne ou telle personne, tout ça, ça se crée avec la relation qu'on a eue à notre mère étant bébé, puisqu'en fait c'est elle qui va faire en sorte que le lien d'attachement qu'on a eu à elle en fait ce lien d'attachement va impacter le lien qu'on aura aux autres. Quand je dis ça, ça veut dire que un bébé qui a été totalement sécurisé, qui a reçu beaucoup d'amour, va avoir une estime de lui importante, enfin belle, bien équilibrée. Et de là, c'est quelqu'un qui va avoir conscience de ses qualités, de ses défauts, mais qui aura clairement les atouts, les béquilles pour avancer dans la vie en se disant qu'il mérite le meilleur et que, je sais pas, il peut lui arriver plein de choses. Et il y a des vies comme ça qui se déroulent où la relation à la mère a été assez juste, parce que quand c'est dans le trop, c'est pas bon non plus, ça fait des problèmes. Donc, le trop ou le pas assez, c'est toujours un problème, parce que ça crée les mêmes blessures en fait. Trop d'excès ou pas assez donne le même résultat. Donc, trop de fusion avec la mère aura un impact en fait sur la relation aux autres, parce qu'on va être dans des relations de recherche fusionnelle où on va détester non, quand on a une relation fusionnelle avec la mère, on va partir à la recherche de cette espèce de fusion, ça crée de la dépendance. Qui crée de la dépendance veut dire qu'on aura peur de perdre l'autre, on aura un besoin de sécurité, plus. Quand on a eu une relation à la mère, donc où le lien d'attachement a été biaisé, faussé, parce qu'elle était non dispo pour l'enfant ou déçue d'avoir eu un garçon alors qu'elle attendait une fille ou vice-versa. Ce lien-là, en fait, l'enfant, lui, c'est comme s'il avait des radars et il sent qu'il y a un problème dans l'attachement. Et lui, comme son but, c'est de se maintenir en vie, il va tout faire pour capter l'attention de sa mère et il va commencer à devenir comme elle voudrait qu'il soit pour que il soit aimé, sécurisé. Et là,
il commence à y avoir un problème dans la relation à la mère. Et donc, ça donnera un problème dans la relation à l'autre. Ça veut dire que cette espèce d'adaptabilité que l'enfant va mettre en place pour faire plaisir à sa mère et être aimé d'elle, il va se passer que lui, il va se dire qu'en fait, il n'est pas aimable et donc il va s'adapter à l'autre. Et là, on commence déjà à être dans la naissance de la blessure de sacrifice qui fait que on va s'adapter à l'autre pour être sécurisé. On va donner à l'autre pour en fait avoir en retour de la part de l'autre de l'intérêt, de la valeur, euh, voilà, de l'importance, de la reconnaissance, etc. Donc, évidemment que ça, c'est en théorie, on le fait pour ces raisons-là, mais on ne va pas recevoir ça en retour. Parce que comme on a eu ce lien d'attachement faussé avec la mère qui n'était pas très présente ou qui était froide et qui n'était pas aimante, on va attirer à soi des gens qui vont être comme ça. C'est-à-dire non sécurisants, non aimants, et on va se retrouver dans un cercle encore et toujours, où comme on va avoir en face quelqu'un qui n'est pas très démonstratif ou pas aimant, où on sent qu'il est perso ou qui nous fait des reproches, etc., eh bien on va surenchérir pour encore aller chercher ce truc de sécurité. C'est comme si il y avait une petite voix qui disait « Je ne suis pas aimable, il faut que je m'adapte à l'autre pour être aimé ». Et donc ça, c'est une répétition de ce qui se joue et rejoue dans la petite enfance, mais la toute petite enfance, hein, la période de fusion à la maman, hein, c'est-à-dire entre 0 et 6 mois en gros. Donc, vous voyez bien qu'en fait, les relations de couple, pardon de casser le mythe, sont le reflet de la relation à notre mère. Donc, parfois, ça donne des relations qui sont dysfonctionnantes, souffrantes, déchirantes, rabaissantes, contrôlantes, tout qui au final sont tout sauf de l'amour. Alors évidemment, on peut très bien choisir l'option de dire « je suis mariée pour une X ou Y raison, je vis avec cette personne depuis 20 ans, on a eu des enfants, on a tous les biens en commun, la maison, voilà, une société, peu importe quoi. Moi, je me sens pas de perdre ça et je reste. Après, là, j'ai envie de dire, ben ok, du moment où ça vous impacte pas. Perso, je pense pas qu'il n'y ait pas d'impact émotionnel. Je suis même quasi sûre qu'il y en a un. Et que là, au bout d'un moment, je pense que ça donne des personnes qui vont s'éteindre ou développer des symptômes X ou Y qui voudront dire tu t'éloignes de toi, t'es pas dans, même si tu veux garder cette sécurité, donc qui est liée, vous voyez bien le sacrifice là, de rester là parce que en fait c'est du contrôle, c'est pour combler l'insécurité qu'on ressent. Et l'insécurité qu'on ressent, c'est lié au non-amour de la mère et au fait qu'on se dise je suis pas aimable, c'est moi le problème. Donc, on est dans un espèce de cercle invisible, hein, parce que tout ça, quand on est dedans, on ne voit pas du tout ce qui joue. Mais pourtant, c'est ça. Alors, il ne faut pas porter un jugement sur soi, parce que si on est dans ce type d'attachement-là, c'est parce que déjà, on ne nous a pas expliqué comment se passait l'attachement, blablabla, qu'on a souvent trimé pour avoir ce qu'on a, ou on s'est sacrifié pour avoir ça, donc c'est compliqué. Par contre, moi je dirais toujours que quand ça commence à nous affecter moralement, physiquement, et avec des choses visibles ou des maladies psychosomatiques ou des blocages ou des allergies ou peu importe. Le type d'allergie dit aussi des choses sur le lien qu'on a eu à la mère parce que la nourriture, c'est elle qui nourrit l'enfant en premier.
et qui va faire qu'on va chercher au travers de la nourriture à se sécuriser par exemple, ou, ou à rejeter tout ce qui vient de l'extérieur comme quelque chose de toxique. Et l'alcool, c'est pareil. Et après, dans les relations, dans les addictions de type oral, ce qu'on appelle, ou relationnelles, qui sont liées aussi à la relation à la mère, il y a tous les dysfonctionnements sexuels. Donc, on ne se rend pas compte, en fait, à quel point la relation à l'autre est liée à la relation à la mère, et que la qualité d'attachement qu'il y a eu avec la mère, quand on était tout petit, bébé, a un impact sur les relations sentimentales qu'on a et le choix de nos conjointes et conjoints. Après, on sait que la vie, en fait, on évolue tous dans la vie, on a des deuils très réguliers à faire, les jours qui se passent, on ne reviendra jamais sur le jour d'avant. Le jour d'avant, c'est fini pour... Donc, c'est fini pour toujours, j'ai envie de dire. Donc, tout ça, c'est des mini-deuils. Quand on finit une journée, on a fini. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans un process de mini-deuil. Alors, quand on perd quelqu'un, évidemment que là, on est plongé dedans et que, en fait, il reste l'incompréhension, le vide, la colère et de devoir vivre avec l'autre. Et en fait, c'est les épreuves et les mini-deuils qu'on fait, et les gros deuils et les pertes, en fait, qui construisent notre parcours et qui nous enrichissent, en fait, et qui nous permettent de nous adapter. L'estime de soi, ça permet aussi, entre guillemets, de s'adapter aux situations émotionnelles. La sécurité, si on est en insécurité, on aura plus de mal à faire face au fait de se dire, bon ben là, je prends un temps de réflexion, non, ma vie ne me convient pas. C'est pas parce que j'ai des hautes exigences, mais parce que quand j'ai rencontré mon mari ou ma femme, voilà, on se correspondait. Aujourd'hui, on ne se correspond plus, il n'y a plus rien qui nous lie. Donc, ben non, je m'en vais, quoi. Voilà. Et après, c'est sans jugement aucun. Hein, je pense que c'est une décision qui est difficile à faire, à prendre, mais quand on se perçoit, au sens, pas percevoir, mais se perdre soi, je pense que c'est la situation où on est le plus malheureux, en fait. Parce que tout ce qui est matériel, de construire quelque chose, on peut construire... bah oui, si on a une grande maison, bah oui, en partant, bah on peut construire une petite maison ailleurs. Mais l'important, c'est vraiment... Après, si on a, je sais pas moi, des problèmes dans le travail, on peut changer de travail. Quand on est dans le privé, quand on est dans le public, on peut très bien faire des passerelles pour aller travailler ailleurs. En fait, ça dépendra de ce qu'on considère valoir pour soi. Par exemple, moi, la liberté, c'est un de mes critères, les premiers. C'est celui qui est en haut de ma liste comment je dirais, en haut de ma liste de critères qui pour moi sont essentiels. Ma liberté n'a pas de prix, ou à un prix inestimable. Je ne peux pas être enfermée ni dans une relation professionnelle, ni dans une relation sentimentale, ni dans une relation X ou Y que ce soit. J'ai ce besoin que mon être soit respecté dans mes qualités, dans mes défauts, dans mon autonomie. C'est vraiment... Alors, ça m'a porté peine beaucoup, hein, parce que je n'étais... ce besoin de liberté, en fait, était avant le contrepoids de cet isolement que j'avais lié
à mon défaut d'attachement initial. Et du coup, en fait, j'étais un peu, c'est comme si j'étais un peu nomade et exclue, donc j'avançais toute seule et je me suis construite dans cette, comment je pourrais dire, dans ce côté écarté d'une vie normale, même si ça veut rien dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis je me suis renforcée, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai un parcours de vie qui est riche de 1000 expériences et de 1000 blessures, mais qui m'ont donné cette espèce de ligne de conduite que j'ai aujourd'hui, et comme une espèce de guide, de boussole en fait, de caillou du petit poussé. Et franchement, je dis pas que ça n'a pas été dur, hein, parce que j'ai pas passé des choses faciles dans la vie, mais ça m'a éclairé mon chemin. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette liberté-là, en fait, elle n'est pas enfermante. Parce que des fois, il y a des libertés où on se dit, oui, moi je suis libre, mais qui nous enferment dans quelque chose d'autre, parce que la liberté, en fait, derrière, il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de contrôle. Mais moi, la liberté, c'est vraiment, pour moi, c'est que je sois respectée dans mes valeurs, dans mes convictions, et que, en fait, oui, qu'on respecte mon espace de liberté. Mais par exemple, j'ai une vision du couple qui n'est pas euh, euh, une vision d'une relation enfermante, où on a des obligations, où il faut faire ça, ça, ça et ça, où enfin, moi, c'est aux antipodes de ce que je suis. Mais après, je ne condamne pas, j'ai travaillé cette définition de l'amour et du couple. Donc aujourd'hui, mon besoin de liberté, il est dans le fait de me dire que la solidité de mon couple passe par la confiance que je donne à l'autre, par le fait que je respecte sa manière de fonctionner, et que de ce fait, il respecte le mien, et qu'on se rejoint sur des choses qu'on a en commune, qui sont nos valeurs, le fait qu'on voit l'autre avec beauté, qui fait qu'on partage des choses, par exemple, on peut partager des choses séparées et partager des choses en commune, mais sans cette espèce de chape de plomb qui vient nous plomber. Alors évidemment, quand on est dans une histoire au début, on est en mode love, on a envie de toucher l'autre, de le sentir, d'être là avec lui, de faire plein de trucs et tout ça, mais évidemment, mais ça c'est un élan du cœur, et puis c'est pas oppressant, il n'y a rien d'obligation là-dedans, et c'est ça qui est beau dans l'amour. En fait, aimer l'autre, c'est pas pour ce qu'on a, mais c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, et avec ce qu'on a en soi. C'est-à-dire, quand on aime vraiment, est-ce qu'on sait pourquoi on aime les gens, normalement? On va pas établir une liste, ah ben je l'aime parce que il a telle qualité. Évidemment que il faut se définir à soi des choses dans lesquelles on n'ira pas. Quelqu'un qui est égoïste, on va pas se dire ah bah ouais, je l'ai choisi parce que je l'aime, parce que il est égoïste, il est rabaissant, etc. Bien sûr que non. Et ça, c'est évidemment que ça c'est une évidence qu'on choisit l'autre en fonction des valeurs qu'il a et des valeurs qui nous sont communes. Ce que je veux dire, c'est que cette notion de liberté, elle est aussi liée à l'estime qu'on a de soi. Et l'estime qu'on a de soi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, elle est liée au lien d'attachement qu'on a eu. Et quand on est coincé dans des relations sentimentale ou professionnelle, où l'autre a l'ascendant ou nous fait culpabiliser, ou par ricochet on n'ose pas partir et on tolère de l'autre des trucs qui sont pas tolérables parce qu'on a peur, parce qu'on a ce truc de sacrifice et d'insécurité, eh ben on s'oublie. Et quand on s'oublie, on commence à avoir des petits bobos par-ci par-là, on développe des trucs,
on peut développer de l'eczéma, on peut basculer sur certaines addictions, y compris sexuelles, hein. On peut avoir des blocages, on peut avoir des compulsions, on peut avoir plein de trucs, quoi. Et en fait, ce plein de trucs-là, tout ce qui sort dans votre vie comme, je sais pas moi, de type addiction, la clope, ou l'alcool, ou les dépendances sexuelles, à la nourriture, tout ça, ça vous dit des choses sur le lien d'attachement que vous avez eu à votre mère. Ça vous dit des choses sur le type de compagnon ou de compagne que vous avez choisi. Et franchement, c'est important de se pencher dessus, pas pour prendre des choix radicaux ou de dire ah ben non, ben, je sais pas, il n'y a pas de chance, je vais me tirer, je vais divorcer euh, ou je sais pas, il n'y a pas de solution à mon problème. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens de commencer à poser un regard. Ça veut dire commencer à trier un peu, faire le tri, regarder avec détachement ce qu'il s'est passé, pourquoi il y a eu des répétitions, pourquoi j'ai pas confiance, pourquoi je me suis fait coincer dans des trucs, pourquoi j'ai ce type de compulsion, pourquoi j'ai peur de la relation à l'autre, pourquoi j'ai l'impression d'être toujours dans un truc de dominant-dominé, pourquoi je me méfie de l'autre. Tout ça, ça va vous donner des pistes. Donc c'est quand même important parce que vous allez pouvoir au final pas révolutionner votre vie, mais pouvoir se dire ben ça, est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas, et commencer à cheminer, à écarter de votre vie des gens qui sont trop toxiques, commencer à vous dire, ben, je sais pas, en qui j'ai confiance dans la vie, sur qui je peux vraiment compter, qui essaie pas de me changer, parce que souvent quand on donne des conseils, on les donne en fonction de ce qu'on est soi, et pas de ce qu'est l'autre. Donc, comment je fais dans la vie pour avancer en identifiant ce que je veux pas, qui est comme répétition, quoi, là où je me suis plantée et que c'est de ma responsabilité, là où je me suis plantée et qu'en fait c'était de la responsabilité de l'autre, mais on me l'a bien collé sur le dos. Pourquoi je suis allée dans telle direction dans la vie, pourquoi j'ai eu ce tel comportement-là, pourquoi? Tout ça, ça n'est pas que soi, c'est aussi les interactions avec les autres. Et pour être en relation, il faut être deux. Voilà. Et donc, c'est les qualités d'attachement qui font que on a tel type de relation et que des fois, on bascule dans des relations dominant-dominées parce qu'il y a eu ce défaut d'attachement à la base. Mais ça se travaille. Ça se travaille en thérapie. Ça se travaille aussi en faisant des liens entre mon enfance, la place, comment j'ai été attendue, etc. Et bien sûr que oui, ça se travaille, tout se travaille. Mais en tout cas, la seule réussite que vous aurez, c'est vraiment de vous dire que ce qui est important, c'est l'être que vous êtes. Mais pas dans le mode « je suis égoïste, maintenant je vais penser qu'à moi, parce que le reste ça m'intéresse pas ». C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est dans le sens « moi, je vis mes émotions, je dois faire face à des épreuves, parce que la vie c'est ça. Et est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que je suis entourée par les bonnes personnes? Pas parce que j'ai ce besoin de sécurité plus, parce que ça c'est une peur. Et que au final, ça ne donnera pas le bon résultat. Mais est-ce que je suis entourée de gens qui correspondent à mes valeurs, qui ne me jugent pas, qui me font ressentir de la bienveillance quand je suis à leur contact? Voilà, c'est pas... c'est vraiment, mais c'est tellement précieux. Je vais vous donner une petite anecdote.
En fait, j'ai perdu mon papa d'une manière assez brutale il y a quelques années de ça. Et en fait, j'ai été contactée par ma meilleure amie d'enfance, qui, quand elle a su cet événement, bah, elle m'a envoyé une petite carte. Et vraiment, je me suis dit, mais enfin, pour moi, c'était riche de sens parce que c'est vraiment quelqu'un qui a structuré mon adolescence, parce qu'on était tout le temps ensemble, mais vraiment, vous savez, à l'adolescence, on a toujours cette période où on est entre potes et tout ça. Et elle a été un de mes piliers dans mon adolescence, quoi. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, à l'âge qu'elle a, puisqu'on n'est pas jeune, hein, en fait, rien n'a changé. Cette espèce d'alchimie là, de meilleurs amis, comme la série Netflix qui s'appelle Toujours là pour toi, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce lien, peu importe comment on avance dans la vie, en fait, on sera toujours là pour quelqu'un. Et d'abord, ça permet de se dire qu'avec ces gens-là, on peut être pleinement soi. Mais c'est tellement rare dans cette vie-là d'être pleinement soi avec les gens que du coup, mais on devrait sélectionner les relations en fonction de comment on se sent aux côtés de l'autre. Parce qu'aux côtés de l'autre, normalement, on se sent bien, on se sent serein, on se sent joyeux, on est rempli de quelque chose qu'on peut forcément pas nommer, mais on est apaisé. Et ça, c'est vraiment l'amour à l'état pur. C'est l'amour d'aimer l'autre sans condition, mais on peut l'aimer d'amour amoureux pour une relation. On peut l'aimer d'amour amical pour notre amitié, puisque bah, c'est de l'amour aussi. Hein. Nos potes, on les aime parce que voilà, parce qu'ils ont des qualités, parce qu'on se marre avec, et parce que c'est de l'amour aussi. Ben, c'est pas le même type d'amour, parce qu'il n'y a pas le désir, mais c'est de l'amour quand même, quoi. Et, et cet amour-là, en fait, le moteur, c'est je me sens remplie de quelque chose que je ne peux pas nommer aux côtés de cette personne-là. Et ça, c'est comme l'essence qu'on met dans le moteur. C'est ça qui fait avancer dans la vie le cœur léger et qui fait qu'on se dit qu'on mérite le meilleur et que ben on peut partager des beaux moments de plein de belles choses en étant respectueux, loyal, fidèle. Et voilà, c'est fidèle à soi. En étant fidèle à soi, on va être fidèle à l'autre. Mais si on est égoïste, non, on va être pseudo-fidèle à soi, mais juste pour se nourrir, parce qu'en fait, à l'extérieur, on est entouré que de mauvaises personnes. Voilà. Mais on ne le voit pas parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais en fait, ce qui doit compter, c'est le niveau intérieur de choses qui est comme un pétillant dans le cœur, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. On est rempli de bonheur, quoi. C'est comme si on était un vase et qu'on remplit, remplit, remplit. Et quand on est là au niveau du cœur, mais ça pulse parce que c'est ça l'amour, quoi. Et que, et que quand vous faites les choses, mais faites le test. Faites les choses, faites une fois les choses par amour en étant totalement sincère avec votre cœur. On en reparlera, mais je peux vous dire que vous allez récolter. Vous allez être rempli de belles émotions parce que quand on fait les choses avec le cœur, ça marche toujours. Mais par contre, c'est sûr que ça demande du travail avant parce qu'il faut enlever toutes ces blessures de non-considération, de recherche de reconnaissance, de sacrifice, du fait qu'on ne s'estime pas et qu'on a l'impression de ne pas avoir les qualités, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez intelligent, de ne pas être assez généreux, de ne pas être assez. Mais c'est qui détermine ça? Parce que quand on donne ce qu'on est, on donne gratuitement, on donne généreusement. Parce que si c'est l'autre qui considère que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas mis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, hop, on remonte
l'espèce d'obligation de se dire il faut que je sois là pour être bien, et on est là, et donc on n'y arrive pas. Mais qui détermine ça? Des fois c'est nous-mêmes, et des fois c'est les autres. Et donc si c'est les autres, eh ben, faut leur dire bye bye. Mais bon, tout ça pour vous dire que dit comme ça paraît simple. Évidemment que c'est compliqué à mettre en place, mais en fait, en vous faisant... Si vous vous faites accompagner, l'accompagnement, d'abord, il y a différentes sortes de thérapies. Il peut y avoir des thérapies de soutien, des thérapies analytiques où on va partir de type analyse de son enfance, de la relation au père, à la mère, de sa place dans la fratrie, etc. On a la thérapie dite avec l'outil de la psychogénéalogie, où là, on va mettre en évidence toutes les répétitions qu'on voit dans l'histoire familiale. Bref, on a tout un tas d'outils à sa disposition pour franchement pouvoir nous permettre d'être mieux aiguillés dans la vie. Parce que le but, en fait, et le but de toute une vie, c'est d'être heureux. Mais être heureux, ça veut dire quoi? Être heureux, ça veut dire me sentir en insécurité, avoir une maison pour faire comme tout le monde, une entreprise, être chef d'entreprise, voilà, et puis passer à côté de sa vie. Ou être heureux, ça veut dire être heureux des gens qui nous entourent dans la vie, être heureux de partager des bons moments, être heureux et rempli d'un petit café que je prends avec quelqu'un, ou d'un week-end que je pars faire, ou d'un feu de cheminée que je regarde. Est-ce que c'est le toucher de quelqu'un, prendre la main de quelqu'un, avoir une main sur une épaule, avoir des papouilles dans le dos? Enfin, c'est quoi être heureux? C'est quoi être heureux pour vous? Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.